Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal, l'édition du 13 juillet 2025. On parle aujourd'hui de la trahison épouvantable de Donald Trump et de son administration. On parle aujourd'hui du mouvement MAGA qui est en désarroi et c'est la fin du président Trump, c'est la fin du mouvement MAGA. Tout le monde semble s'entendre là-dessus. C'est une trahison d'ampleur mondiale, nous dit François. C'est la fin de la réputation de Donald Trump et c'était exactement, évidemment, la même chose lors de la frappe contre l'Iran. Et ça fait 10 ans que c'est la même chose. C'est toujours la fin du président Trump. Et c'est souvent un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Euh, Dites-moi, la pression va descendre. C'est quand même un gros web journal parce que là, c'est comme genre, là, tout le monde s'entend. Cette fois-ci, c'est vraiment une trahison. Et donc, c'est la preuve qu'il est contrôlé par les sionistes. Ouais, c'est ça. Ça confirme tous ceux qui savaient que finalement Trump est probablement lui-même dans le dossier Epstein. C'est la seule raison pour laquelle il cacherait ces choses. Et donc, il va falloir éventuellement que Radio-Québec fasse son mea culpa d'avoir arnaqué mes auditeurs depuis toutes ces années. J'ai lu des commentaires comme ça, là. On va faire ça aujourd'hui. On va faire le mea culpa. Sévère. Et donc, mais en fait, vous comprenez un peu la position de Radio-Québec et on va la démontrer dans ce web journal-ci. On va faire ça. Le truc, c'est que, évidemment, pour comprendre ce qui se passe, ça prend beaucoup, beaucoup. C'est pas. Il y a des gens, des fois, qui veulent des explications simples. Qui pensent, c'est les mulots de l'info, comme on dit, ils veulent des explications simples, ils voient ça au... Or, pour comprendre comment Trump opère ici avec Epstein, il faut encore une fois faire ce qu'on fait d'habitude, il faut faire une analyse longitudinale, c'est-à-dire voir comment il a opéré sur des dossiers similaires depuis plusieurs années pour finalement acquérir une certaine conviction intellectuelle sur les méthodes qui sont employées ici. OK? Ce sont encore une fois les mêmes méthodes qu'on va expliquer. Il y a des trucs intéressants aussi, par exemple le fait que des accusations contre John Brennan et James Comey sont tombées cette semaine au département de la justice. Dans le dernier web journal ici de Win-Win, on vous expliquait dans le web journal il y avait une note de la CIA du directeur Radcliffe qui avait mis en accusation, qui avait comme mis en cause Comer et Brennan. Eh bien là, on n'a pas attendu une semaine, pouf, les accusations sont tombées. Et il y a un lien avec tout ça, évidemment, et c'est ce que j'ai expliqué dans un tweet. J'ai dit, j'expliquerai le lien avec Comey Brennan dimanche, c'est une clé de compréhension. Ben oui, c'est une clé de compréhension. Je vais vendre un peu le punch au début parce qu'on m'accuse souvent d'attendre trop longtemps avant de révéler mes idées, même si c'est faux. Eh bien, donc, c'est cette histoire de collusion avec la Russie qui revient. Hein. Ça fait plusieurs fois depuis la réélection de Donald Trump que cette histoire de collusion avec la Russie revient dans l'actualité. Trump ne lâche pas le morceau. Pourtant, rappelez-vous comment c'était quand John Durham avait déposé son rapport et il n'y avait rien, il n'y avait pas d'accusation dans le rapport. Et là, tout le monde disait, Alexis s'est encore une fois trompé. Alexis, c'est le gars qui a toujours tort, etc. Et je vous disais à ce moment-là, c'est pas du tout clos. Je vous ai dit à ce moment-là dans un web journal qui s'appelle, je l'ai à quelque part dans les fiches, dans les planches, coup d'État. Donc, je vous ai dit dans ce web journal-là que John Durham ne pouvait pas déposer des accusations au département de la justice parce que le système de justice est corrompu. Il avait tenté de faire des accusations contre Sussman et un autre, je ne me rappelle plus, là, Boyovsky. Et ça n'avait pas, ils avaient été relâchés. Et là, pensez à Didi, etc. Et donc, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir des accusations devant des tribunaux, devant des cours civiles? La réponse, c'est non. Je vous montre, en fait, on va sauter du coq à l'âne. Je vous montre tout de suite ce que j'expliquais en 2023, il y a 2 ans et demi, lorsque Durham a déposé son rapport et là, tout le monde disait, Alexis, c'est fini cette histoire de collusion. Il n'y aura jamais d'accusation. Et là, qu'est-ce qui se passe 2 ans et demi plus tard? Oh, on a trouvé des nouveaux documents et c'est comme un zombie qui ressort de nulle part.
cette histoire d'Obama revient à la surface. Et donc, il y a un parallèle ici à tirer avec Jeffrey Epstein, c'est-à-dire que le FBI, à son niveau, lui, son petit niveau de justice civile du FBI, il peut dire, on n'a pas de documents, il n'y a rien sur Epstein, etc. C'est pas eux autres qui sont en charge de ce genre d'accusation, puisqu'on parle ici de sécurité nationale et on est dans de l'espionnage international, etc. On n'est pas dans les tribunaux civils, là, ici, de corruption, de trahison. C'est US Code 18, treason, etc., avec des alliés internationaux, opérations de chantage. Et donc, c'est pas nécessairement le FBI qui est censé être en charge de ces dossiers-là. Ça serait plutôt les tribunaux militaires, on le sait, military is the only way. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il y a un parallèle et c'est pour ça que ça arrive. Moi, je crois que c'est une clé de compréhension. C'est-à-dire, on nous amène Durham cette semaine en même temps qu'on nous dit que Jeffrey Epstein, il n'y a rien sur... Or, c'est le même template, c'est le même modèle qu'avec Durham. Durham dit, il n'y a rien, on ferme l'enquête. Le FBI dit, il n'y a rien, on ferme l'enquête. Sauf que en même temps qu'on dit on ferme l'enquête sur Jeffrey Epstein, eh bien là, tout d'un coup, l'enquête qui était sur le Obamagate de John Durham reprend vie. Et donc, c'est la même chose qui va se passer avec Jeffrey Epstein. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas rien. C'est une opération de hameçonnage. Que je vais vous montrer le clip de 2023 où est-ce que j'expliquais ce qui se passait avec John Durham. C'est une opération de hameçonnage, en fait. Regardez, donc c'est un peu le principe de tir à la corde, là. C'est-à-dire que non, on n'a rien, plus on tire du côté, c'est du marketing. Plus on tire du côté de non, on n'a rien, plus les autres en veulent. Les démocrates, maintenant, on va aller voir les réactions, les démocrates le demandent, CNN, tout le monde le demande, tout le monde, la planète entière maintenant. C'est plus juste, tu sais, quand ça a commencé, Jeffrey Epstein, c'était juste une histoire de Q. C'était juste sur les réseaux QAnon, les anonymes qui connaissaient ça, ceux qui, les rats du fond du web. Après ça, c'est devenu genre MAGA, c'est devenu beaucoup plus gros, genre MAGA, etc. Là, c'est plus juste MAGA, c'est l'ensemble de la planète, CNN qui le demande, les démocrates. Et c'est ça, c'est une opération d'hameçonnage. Comme l'affaire Durham, il n'y a rien qui va empêcher que ça revienne à l'actualité parce que c'est ça qui s'est passé avec Durham. Et il n'y a pas d'abandon sur les principes fondamentaux. En tout cas, donc, je reviens à cette idée là, de tir à la corde. Là, c'est qu'est-ce qui se passe quand les deux côtés tirent? Non, il n'y en a pas, il n'y a rien sur Jeffrey Epstein. On ne veut pas le sortir, on ne veut pas le sortir. Là, oui, sortez-le, etc. À partir du moment où quand tu le lâches, tu dis finalement, il le sort. L'autre côté, le camp adverse s'effondre et c'est ça qui se passe. Hein? C'est-à-dire que Trump n'arrête pas de dire « Arrêtez de parler de Jeffrey Epstein, arrêtez de parler de Jeffrey Epstein ». Et là, tout le monde dit « Il est compromis lui-même dedans ». Mais il faut comprendre les méthodes d'hameçonnage. Arrêtez de parler de Jeffrey Epstein, arrêtez de parler de Jeffrey Epstein. Et même en conférence de presse, « vous parlez toujours de Jeffrey Epstein ». Yeah, sure. Hey, Pam, could I just interrupt for 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Vous parlez toujours de Jeffrey Epstein. Qu'est-ce que ça fait quand Trump ne veut pas parler et somme ses militants d'arrêter de parler de Jeffrey Epstein? Eh bien, tout le monde recherche, tout le monde veut qu'on sorte les trucs, les démocrates, et tout le monde veut l'algorithme pour la recherche de Jeffrey Epstein, etc., explose, le curseur explose. Je vous montre ce que CNN, le sondage de CNN, l'analyse de CNN sur le... What a massive unforced error by the Trump administration. Donc, on nous dit ici que c'est une erreur massive de l'administration Trump. C'est une erreur massive de l'administration Trump qui essayait de cacher Jeffrey Epstein, mais là, ça explose. Donald Trump voudrait faire disparaître cette histoire. Il ne veut pas en parler. Il ne veut pas en parler. Et pourtant, les chiffres augmentent. C'est une erreur massive de l'administration. In fact, interest is climbing higher and higher, to quote Jackie Wilson. Look at this. Google searches for Epstein up 1,200% this week versus last. And get this, it is currently the top topic search with Trump
on Google alongside his presidency. So Donald C'est la recherche numéro 1 maintenant sur Google. Et Trump, qui est le spécialiste de ce genre d'opération de hameçonnage, c'est le spécialiste de ce genre d'opération de hameçonnage. J'ai expliqué ça en long et en large. C'est probable. Par exemple, encore une fois, pour les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux quand même, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui arrivent en 2017, alors que Trump était accusé d'être un gars du Ku Klux Klan, un nationaliste blanc qui était comme un raciste, etc. Il recevait les pasteurs noirs au bureau ovale, les pasteurs noirs qui l'avaient appuyé, il y avait beaucoup de républicains là-dedans, puis il voulait faire un photo-op avec les pasteurs noirs, mais la presse ne voulait pas montrer ça parce que la trame narrative de la presse, c'était Trump est raciste. Et donc, il ne voulait pas faire... Et donc, pour faire parler de cet événement avec les pasteurs noirs, ils ont mis la directrice des communications de Trump, Kellyanne Conway, que vous voyez ici en avant, avec les pieds sur le divan, assis de façon... Donc, tu provoques, tu crées une erreur. Et là, les médias veulent... Ce que les médias ont fait, c'est qu'ils n'ont pas parlé de l'événement, mais ils ont critiqué Kellyanne Conway, parce que c'est juste ça qu'ils faisaient. Ils ne faisaient que critiquer Trump. Le truc, c'est qu'en critiquant, pour montrer Kellyanne Conway qui avait les pieds sur le divan, ils devaient montrer tous les pasteurs noirs, etc. Et donc, c'est du hameçonnage. Il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines comme ça, des opérations de hameçonnage. Je vais vous en montrer d'autres un petit peu plus tard. Croire que de dire en public d'arrêter de parler de Jeffrey Epstein, ça allait faire taire l'histoire, c'est comme si l'administration Trump ne savait pas ça. Et donc, et là, pensez seulement au post de Q ici, j'en ai souvent parlé, 3596. What advantage might exist when you know the other side's playbook? Oubliez si c'est Q, si c'est vrai ou non. Là. Faites juste prendre, on s'en calisse de Q, là, c'est qui, c'est quoi. Faites juste prendre l'idée même. Là. Quel avantage un côté peut avoir s'il connaît le plan d'opération du camp adverse? En stratégie militaire, c'est ça. C'est-à-dire, si tu sais que les Allemands vont attaquer à Kursk en 1943, eh bien, parce que tu as décrypté avec la machine là, Enigma, là, tu as décrypté leur communication. Si tu sais qu'ils vont attaquer à Kursk, qu'ils vont faire la plus grosse bataille de tanks de l'histoire, mais tu places tout ton anti-tank à Kursk. Quel avantage peut-on avoir? N'importe quoi, si tu sais qu'un ennemi va frapper à tel endroit, tu peux lui tendre un piège. Quel avantage peut avoir un côté si tu connais la façon dont le manuel d'opération du camp adverse? Quel avantage? Et Trump ne fait que ça. Il connaît le manuel d'opération du camp adverse. Il sait que s'il dit arrêtez de parler de Jeffrey Epstein, tout le monde va en parler 10 fois plus. Il a fait la même chose avec Mark Carney. Il s'est arrangé, j'ai tout expliqué ça, une opération d'hameçonnage. Il s'est arrangé pour favoriser l'élection de Mark Carney en disant je veux faire du Canada le 51e État, etc., etc. Et là, il y a eu cette espèce de ressac nationaliste. Ça a fait dérailler Poilièvre, et puis bon, on a tout expliqué ça. Il savait, il a réussi à faire élire son candidat en jouant les médias canadiens, en jouant sur le nationalisme ou la réaction des médias canadiens. On a tout expliqué ça. Il ne fait que ça, des opérations d'hameçonnage. De ce que vous voyez, c'est une opération d'hameçonnage. Et c'est pas parce que le FBI dit, je résume tout ça, c'est pas parce que le FBI dit qu'ils n'ont pas de dossier, ils n'ont rien. Ils ont probablement rien. C'est possible que ce que le FBI a, ça a été complètement, c'est rien de particulier, que tout a été transféré. En fait, ce que je pense, c'est que ça a été transféré à l'intelligence militaire pour des tribunaux militaires, etc. Parce que c'est pas possible d'avoir de la justice, une justice civile aux États-Unis. OK? On prend juste, comme encore une fois, l'exemple de John Durham. L'avocat de la campagne, quand John Durham enquêtait sur la collusion avec la Russie, le piège de l'administration Obama, la haute trahison de l'administration Obama, à l'encontre du président Trump, il a déposé 2 accusations. Un contre Michael Sussman et l'autre contre Igor Danchenko. Voilà, c'est ça le nom. Et l'avocat de la campagne de Clinton, qui était clairement coupable, qui avait lui-même organisé ça, son nom était partout, c'est lui qui avait fait les transactions, il savait, etc. Michael Sussman acquitté d'avoir menti au FBI, alors Durham avait tous les documents, il avait menti, etc. Mais le jury a décidé qu'il avait, parce que c'est facile de contrôler un jury. Il y a plein de films où on explique exactement comment on peut contrôler un jury, etc. Et puis même chose avec Danchenko. Ce que l'acquittement de Igor Danchenko nous apprend à nous apprendre et ce que cela signifie pour John Durham, la source principale du dossier Trump-Russie est acquittée, infligeant au procureur spécial Durham une nouvelle défaite au procès. Il ne peut pas y avoir, rappelez-vous, bon, même chose avec Diddy, il ne peut pas avoir de
de résultats réels dans les cours civiles. Et donc, c'est pas important que le FBI, que le DOJ, le département de la justice, n'ait rien. C'est pas là que ça se situe. C'est une histoire de sécurité nationale. Autant c'est une histoire de haute trahison. Et ça se situe ailleurs. Rappelez-vous ça ici aussi. Décès du juge chargé, ça c'est en 2019, je pense. Décès du juge chargé du procès clé lié à Jeffrey Epstein. Ben oui, on les décède. Vous savez, c'est quoi en France, là, les opposants de Macron? Il n'y a pas comme genre 3 ou 4 opposants de Macron qui sont décédés récemment, là, genre parce qu'ils avaient des choses à dire sur Brigitte ou sur la corruption aussi. Et puis là, on parle maintenant de brigade Macron contre ceux qui veulent parler. Puis c'est difficile d'avoir de la justice au civil. Et Trump n'a pas arrêté de nous montrer, justement, rappelez-vous la campagne l'année dernière, en 2024, de cette politisation du département de la justice, le fait le système à 2 vitesses, etc., etc. Et donc, ça fait longtemps qu'on le dit, on le dit à Radio-Québec, les cours civils, les tribunaux civils, c'est inutile d'y aller. C'est inutile d'y aller. C'est pas là que ça va se situer. Mais je disais, ben c'est ça, sur John Durham, je vous montre ce que j'en disais il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans. On va prendre la déception des gens, sauf que, est-ce que c'était pas, encore une fois, rester sur le logiciel du raisonnement. Est-ce que c'était possible, Elliot Ness, John Durham, le Elliot Ness moderne, est-ce que c'était possible, est-ce que c'était utile, est-ce que ça allait servir à quelque chose, finalement, qu'il dépose des accusations au ministère de la Justice? Ça aurait servi à rien. Est-ce que Barack Obama aurait pu, au ministère de la Justice, contre Barack Obama, Joe Biden? Les gens qui ont commis, et ils utilisent les mots de la trahison et de la sédition, doivent être tenus responsables. Hein, crime of the century, etc. Le message que Trump envoie ici, avec les Rosenberg et tout ça, crime of the century, je pense que rien n'est encore joué. Et je ne pense pas que Trump va reculer. Rien n'est encore joué. Je ne pense pas que Trump va reculer parce qu'il a, immédiatement après la clôture du dossier du RAM, Trump est revenu. C'est ce que j'explique dans ce web journal-là. Ne désespérez pas, puisque après le dépôt du rapport du RAM, Trump a retweeté trahison et a retweeté le crime du siècle, crime of the century. On va voir ça plus tard, à quoi ça fait référence. Crime of the century, ça fait référence à la trahison, les Rosenberg, etc. C'est l'ancien directeur du FBI, Edgar J. Hoover, qui avait qualifié la trahison des Rosenberg, qui avait vendu les secrets nucléaires à la Russie. Il avait appelé ça crime of the century. Et il y avait, c'est ça. Et donc Trump, qui avait son ami Roy Cohn, qui était avec McCarthy, qui enquêtait sur les Rosenberg, qui a amené à leur condamnation et leur peine de mort et leur exécution. L'ami de Trump, Cohn, donc c'est l'affiliation avec Trump. Trump retweet Crime of the Century. Trump vient de ces années-là. Là. Trump était un jeune homme dans ces années-là, dans les années 60, etc. Et donc, Durham ferme son rapport et Trump, Crime of the Century, Treason, etc. Et là, je vous ai dit, il ne va pas lâcher le morceau, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe 2 ans et demi plus tard? L'enquête sur le Obamagate rouvre. Et donc, c'est la même chose. Il ne faut pas désespérer sur Jeffrey Epstein. Ça a l'air d'une opération d'hameçonnage, mais finalement, ça a l'air d'une... comment je pourrais dire? En tout cas, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais finalement, c'est ça. Ça a l'air d'un dossier clos, mais finalement, ça va revenir exactement comme cette histoire de Obamagate là, qui revient. Donc, dans Win on Win, je vous disais exactement ça. Radcliffe qui publie un rapport. Et finalement, c'est ça. John Brennan et James Comey sont mis en accusation. Le FBI lance des enquêtes criminelles sur John Brennan et James Comey selon des sources du ministère de la Justice. Voilà, accountability is coming. Et donc ça, c'est pour Comey. Donc, accountability, je ne sais pas, le fait d'être tenu responsable, je ne sais pas exactement comment traduire ça en français, là. Mais ça s'en vient. Et là, c'est au département de la justice, mais ça va remonter évidemment jusqu'à Barack Obama. Et Barack Obama, ça va être une histoire de tribunaux militaires. Donc, c'est ça que je voulais dire finalement. Et Trump qui retweet là-dessus aussi, il dit finalement, il retweet Great Jared justement, que c'est clair que Trump a été
on a essayé de faire tomber Trump. Et puis, et là, tu as James Comey qui va sur MSNBC dire que Trump est un dictateur parce qu'ils essayent de mettre les gens en prison. Parce qu'il faut comprendre exactement comment, en termes de perception, le fait de mettre des anciens du FBI, l'ancien directeur du FBI et l'ancien directeur de la CIA, parce que c'est ça, hein, Comey et Brennan, c'est l'ancien directeur du FBI et l'ancien directeur de la CIA se retrouvent accusés aux criminels, lancent des enquêtes criminelles, mais pas accusés, mais en tout cas contre Brennan et Comey. Et donc, encore une fois, comme je dis, c'est pas terminé. Flynn qui retweet ça aussi, qui amplifie cette histoire-là. C'est ce que je vous disais ici, Trump, Crime of the Century. Quand Durham a déposé son rapport, Trump a retweeté ça, qui faisait référence à, c'est ça ici, donc son ami Roy Cohn. Oui, ça c'est Cohn avec les Rosenberg. Les Rosenberg ont été exécutés. Les gens qui ont trahi Trump vont être exécutés et il n'existe aucune réalité parallèle dans laquelle Barack Obama s'en tire. Si vous avez vu la série Loki, avec le multivers, le TSA, le timeline, etc., il n'y a aucune timeline qui existe dans laquelle Barack Obama s'en tire indemne. OK? Voilà. Donc, ça, c'était pour le lien entre les deux. Est-ce que j'ai fait ça ici? Est-ce que j'ai fait les réactions? Je n'ai pas fait toutes les réactions. Hein? Je me rappelle même plus si j'ai fait les réactions. Donc, c'est ça ici, France, j'aurais dû commencer par ça. Donc, François qui nous dit ici, affaire Epstein, dossier officiellement clos, le FBI conclut à un suicide sans preuve de chantage, blablabla. Comme je dis, ça ne se situe probablement pas au niveau du FBI. Et même si c'était vrai tout ça, il n'y a rien qui va empêcher cette enquête-là de ressurgir dans 1 an ou 2, etc. Ils viennent de le faire avec le Obamagate, c'est pas terminé, là. Un scandale mondial renfermé sur un couvercle de plomb, circulé, il n'y a plus rien à voir. Ben non. Et là, tout le monde y va, tu sais, tout le monde dit que Trump cache des trucs, que c'est un système de justice à 2 vitesses, que ce soit Tucker Carlson, des shows humoristiques qui sont faits là-dessus. On nous dit que c'est la fin de l'administration Trump. Comment ça s'appelle? Dershowitz, l'ancien professeur de droit à Harvard, bien connu des médias, nous dit qu'il a lui-même vu les noms et donc que cette liste-là existe. Elon Musk, rappelez-vous, tout ça avait commencé avec Elon Musk il y a 3 semaines, l'allié de Trump, on l'a expliqué dans l'art de la fausse chicane, qui disait Trump est sûrement sur la liste d'Epstein. Tout ça fait en sorte que ça amplifie l'histoire et maintenant tout le monde en parle. Et là, Elon Musk qui a retweeté ça ici, le nombre d'arrestations de pédophiles sur... il est quelle heure? Il est aucune arrestation, l'heure d'aucune arrestation encore une fois aujourd'hui. Et donc, aucune personne arrêtée, etc. Les démocrates qui demandent la publication des dossiers Epstein, CNN qui en rajoute une couche. Il y a plein de trucs hein, ici. Par exemple, le frère de Jeffrey Epstein dit « Les gens prennent le temps d'enquêter vraiment en profondeur. Tous arrivent à peu près à la conclusion que peut-être même Trump est derrière tout ça. » Et là, Roger Stone, un autre allié indéfectible de Trump, dit « Steve Bannon est impliqué aussi dans le dossier, il a rencontré Jeffrey Epstein, etc. etc. » Donc, c'est pas juste Trump, là, c'est Steve Bannon aussi. Et puis, Jesse Waters ici, qui rencontre Peter Beth Patrick, je ne me rappelle plus ce PBD, là. Un des gros podcasts aux États-Unis, il dit, Patrick Bet-David, il dit que de ne pas publier les dossiers d'Epstein était le plus gros échec de l'administration Trump. Le plus gros échec de l'administration Trump et son cabinet doit faire mieux, etc. C'est sans parler les millions et les millions de podcasts qui sont déçus. Mark Cernovich, ici, un des pionniers de 2016. Personne ne croit à l'affaire Epstein de Donald Trump. Cela fera partie de votre héritage. Il est encore le temps de changer les choses. Et là, pensez encore une fois à tous ceux qui, à chaque fois qu'ils tirent un tomahawk, disent c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, Trump a trahi, pas de nouvelle guerre, sur tous les dossiers. Tous les fois où Trump, par exemple, l'impeachment, le premier impeachment de Trump, c'était la fin de Donald Trump. J'ai dû encore une fois rassurer les gens parce que c'était la fin de Donald Trump et j'ai montré dans 5 web journaux, un à la suite de l'autre, que Trump était lui-même derrière le fait d'avoir coulé ces informations-là. J'ai appelé ça, c'est le maître du contre-espionnage. Il avait gardé une taupe de l'État profond sur son National Security Council, Eric Ciaramella, et la conversation entre lui et Zelensky avait été coulée. En fait, une fausse version de la conversation entre lui et Zelensky avait été coulée à Eric Ciaramella, qui était allé donner ça à Adam Schiff. Et là,
démocrates avaient dit Trump, c'était un quid pro quo. Je vous rappelais à l'époque, là, Trump essaie d'utiliser du chantage politique pour obtenir de la merde contre son adversaire Joe Biden. C'était en 2019. Et finalement, il y avait le premier impeachment qui avait résulté de ça, mais on avait montré que c'était Trump qui était derrière tout ça. Et j'avais dit, il y a probablement une fausse transcription qui a été coulée aux démocrates parce que à partir du moment où les démocrates avaient lancé le processus d'impeachment avec la conversation téléphonique et qu'Adam Schiff était allé au micro lire ce que Trump avait dit au téléphone, Trump, genre une demi-heure ou une heure après, avait rendu public la vraie déclaration, la vraie transcription téléphonique qui contredisait ce que Adam Schiff disait. Adam Schiff avait eu l'air fou et l'impeachment n'avait plus aucune base. Et j'avais dit, il y avait une fausse transcription. J'avais dit ça, là, out of the blue. J'avais dit, il y a probablement une fausse transcription de la conversation avec Adam Schiff qui a été coulée. Et où est-ce que je l'ai mis, ça? Finalement, ça avait été confirmé, finalement, par Nancy Pelosi par la suite dans une entrevue, celle-là avec cette robe-là, je n'ai pas retrouvé l'entrevue, mais c'était celle-là avec cette robe-là. Elle disait, au sujet de l'impeachment, on la questionnait sur l'impeachment, elle disait ouais, j'ai probablement pas eu la bonne transcription. Ça validait ce que je disais qu'une fausse... Et donc, le gars ne fait que ça, du hameçonnage, etc., se place dans des positions où est-ce que tout le monde pense qu'il est perdu, comme le impeachment, là, c'était Nixon, etc. Il y a eu un deuxième en plus. Et là, c'est exactement ça. C'est un mémo. Ils ont publié, le département de la justice a publié un mémo pas signé, pas daté. Puis là, il y a de la chicane. Le directeur adjoint du FBI qui veut démissionner. On n'entend plus parler le Pat Bundy est compromise, etc. Ça ressemble, ça a l'ADN de Trump partout autour de cette histoire-là. Et en termes, par exemple, de hameçonnage, encore une fois, de hameçonnage de nouvelles, Rappelez-vous, j'en ai parlé souvent encore une fois, les livres Fire and Fury, ils invitent un écrivain, un journaliste à la Maison-Blanche, il lui donne des fausses informations, le gars retourne, publie un livre, puis il a l'air ridicule après. Tout le monde dit, si Trump est compromis, c'est la fin de la présidence Trump, finalement, c'est des fausses informations qui étaient coulées. Il a fait ça aussi avec celui qui a gagné le prix Pulitzer, Bob Woodward. Ils l'ont, après avoir fait le coup avec Michael Wolff en 2017-2018. Ils ont recommencé en 2019 avec Bob Woodward. Ils invitent un journaliste prestigieux, Pulitzer, à la Maison-Blanche. Ils lui fournissent plein de fausses informations que Trump a trahi. Trump est ci, Trump est de trahison, blablabla. Finalement, il va sur les talk shows parler de son livre et on lui demande c'est quoi tes sources. Puis il y a juste une personne qui m'a dit qu'une personne disait que. Il n'y a rien de solide. Et donc, ils ont l'air ridicules et ça ne tient pas. Tout le monde pense qu'ils sont sur le point d'attraper Trump. Et finalement, c'est tout ça. Ils tirent le tapis sous les pieds. C'est une opération de hameçonnage. Ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça. OK? Par exemple, j'en donne d'autres ici. Je pourrais passer. Le bonhomme ne fait que ça. C'est comme, on dirait que c'est sa job. Le matin, hein, qu'est-ce que tu fais? Genre, quelle opération de hameçonnage on pourrait faire aujourd'hui? Monsieur le Président, avez-vous des idées? On dirait que c'est comme à temps plein. Sa présidence ne repose que là-dessus. Et c'est comme ça qu'il trompe les gens. Et là, c'est comme avec la première tentative d'impeachment. Le mouvement MAGA est ébranlé. Là, Trump est sous... Alors que les Anon, si vous regardez bien comme il faut, là, les Anon, les anonymes, eux, qui sont capables de faire des parallèles, s'en tirent très bien, hein, savent très bien qu'est-ce qui se passe. MAGA est comme sous le choc. Vous l'avez ici, le petit garçon, le mouvement MAGA de Trump. Mais les anonymes savent exactement ce qui se passe et ont bien du fun. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres commentaires. Je saute du coq à l'âne un peu, là, mais c'est comme... hein, donc ici, Brian Cates, qui n'était pas Q au début, là, qui n'était pas comme un anonyme au début, mais qui a finalement compris un certain nombre de choses. Je dois admettre que je suis vraiment choqué. On pourrait penser qu'après près de 10 ans, une plus grande partie de la base aurait dépassé ce genre de manipulation et de propagande de masse, mais ils ne le sont pas. Je dois sans cesse me rappeler que seulement 20% environ de la base de Trump sont des anonymes soldats numériques. Les autres sont des types normies, c'est des normies. OK? Même chose avec... ça, il y en a écrit plusieurs là, ici. Là. Hein? Vous ne parvenez pas à comprendre ce que Trump fait ici en exigeant que les gens arrêtent de parler d'Epstein après l'avoir regardé troller pendant 10 ans.
Vous n'essayez même pas. Vous ne faites même pas un effort intellectuel. Quand vous avez vu le bonhomme opérer depuis les 10 dernières années, et là, qui vous dit d'arrêter de parler de Jeffrey Epstein, puis il a l'air compromis, puis le CNN en parle, puis c'est un scandale mondial, vous n'avez pas compris comment le bonhomme fonctionne. Il y en a d'autres ici, Jordan Sater. Hein? Il est assez inquiétant de constater à quel point la base MAGA est facilement manipulée et émotionnellement dérégulée en ce moment. La pensée de groupe est très forte, etc., etc. Et ça nous rappelle le message de Q ici. Paul, le post 3414, seulement les anonymes comprennent réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais là, j'étais en train de vous expliquer d'autres opérations d'hameçonnage. Je saute du coq à l'âne. Rappelez-vous cette histoire des taxes de Donald Trump de 2016 et en 2020, les médias demandaient qu'il rende public ses taxes, ses déclarations d'impôts et Trump ne voulait pas. Et là, c'était quoi le buzz? Le buzz, c'était que Trump cachait des choses. Trump, c'était tout ça le buzz. Rappelez-vous le buzz là, sur parce qu'il faut comprendre comment il opère, sinon vous ne comprenez pas. Si vous voulez juste comme regarder avec des ornières, oh, il n'a pas rendu public la liste, regarde comment il opère. Il faut regarder les cas passés. Et donc, ici, vous voyez ça. Le New York Times, Trump dit que le New York Times, le reportage du New York Times sur ses taxes, c'est totalement fake. Et le New York Times qui disait, il a peut-être fait de l'évasion fiscale et tout, et le Trump ne voulait pas rendre public. Et là, finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, rappelez-vous un peu comment ça fonctionne. Trump ne veut pas rendre public ses déclarations d'impôts. On tire, les médias tirent, les médias tirent, les médias tirent, les médias tirent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il les rend publics, finalement, il les rend pas publics, mais c'est comme la présentatrice de MSNBC, Rachel Maddow, qui est une anti-Trump, là, aux États-Unis, de gauche radicale, etc. Finalement, elle annonce en grande pompe qu'elle a obtenu les déclarations de 2005 de Trump, là. Et là, c'est un exclusif, là, en exclusivité, puis elle fait une émission là-dessus. Hein? Ici, Rachel Maddow taquine son auditoire avec les déclarations d'impôts de Donald Trump. Hillary Clinton qui disait ici, hein, rappelons qu'Hillary Clinton et Rachel Maddow ont ouvertement demandé à la Chine de soutenir les démocrates et de les aider à poursuivre Donald Trump. Pourquoi ne pas demander à la Chine de nous soutenir? La Chine, si vous nous écoutez, pourquoi ne consultez-vous pas les déclarations d'impôts de Trump? Il faut encore une fois se rappeler, hein, je suis sûr que nos médias vous récompenseraient massivement. Il faut encore une fois se remettre à l'époque à quel point il y avait cette espèce de bras de fer pour les déclarations d'impôts de Donald Trump. Je me rappelle, moi, au gym où est-ce que je vais, quand je suis revenu au gym, là, il y a eu une discussion avec le propriétaire du gym c'est parce que j'étais une personnalité controversée, puis il y avait des gens qui n'étaient pas trop intéressés à m'avoir là. Puis là, il me disait, ouais, Trump, hein, qu'est-ce qu'il fait avec ses déclarations d'impôts? Et puis, ça revenait, c'était sur la bouche de tout le monde. Mais, oups! MSNBC révèle que Trump a, finalement, elle ouvre ça en ondes, en direct, elle ouvre les déclarations d'impôts et finalement, elle se rend compte que Trump paye quand même beaucoup d'impôts. Finalement, c'est ce qu'on appelle, ce que le Washington Post a appelé un gros nothing burger, hein, un hamburger à rien du tout. Un nothing burger. This 2005 Donald Trump tax return is a total nothing burger. Finalement, elle s'est fait avoir. Et si la face que tu fais quand tu te rends compte que tu t'es fait avoir avec les taxes, les retours d'impôts de Donald Trump, ici, elle avait des experts, un regard exclusif sur les taxes de Donald Trump. Et finalement, c'est ça. Et après ça, après cette fausse bombe, ses codes d'écoute s'étaient effondrés. Rachel Maddow's ratings plummet after a big Trump tax coup failed, mais un échec complet. T'sais. Et donc ça, c'est clairement des opérations. Non, on ne retient pas. Après ça, tu sors une année qui montre que tu as payé 25 % d'impôts comme tout le monde, contrairement à Bernie Sanders qui en avait payé seulement 13 %. Et là, tes ennemis s'effondrent. Ils ont demandé, ils ont tiré sur la corde, et puis là, tu as relâché, puis ils se sont effondrés. Même chose ici avec Joy Behar. Rappelez-vous ce segment où elle annonçait en grande pompe, elle avait eu un exclusif, une exclusivité qui disait que finalement, que Mike Flynn avait finalement plaidé coupable et qu'il avait décidé de collaborer et qu'il avait dit que Donald Trump lui avait demandé de faire le contact avec les Russes. Rappelez, c'était quand même... C'était énorme. Et là, ils allaient l'avoir, Donald Trump. Donald Trump qui s'était sauvé, qui était toujours comme du téflon, difficile à saisir, etc. Là, cette fois-ci, Mike Flynn allait témoigner contre Trump. Il le savait. C'était Welcome back to the show. Breaking news. Oh my God.
Oh, breaking news. ABC News' Brian Ross is reporting Michael Flynn promised full cooperation to the Mueller team. Donc, Michael Flynn qui promettait de collaborer pleinement avec l'équipe Mueller et de dire que Trump lui avait commandé de faire le contact avec les Russes et c'était la preuve de sa culpabilité. And is prepared to testify that as a candidate, Donald Trump directed him to make contact with the Russians. Yeah! So on Friday's... Et donc, ça, c'était le vendredi. Et entre-temps, il y a eu une correction de la version. Finalement, c'était pas ça. Il y a eu, ça, c'est encore une fois, c'est du hameçonnage. Et ils ont dû se rétracter le lundi. C'est-à-dire, Trump a sorti 2 informations contradictoires. Et elle s'est fait hameçonner, comme Rachel Maddow. Et le lundi, elle s'est fait, elle avait la mine basse, elle a dû s'excuser d'avoir d'avoir sorti l'information de façon prématurée. Oh, apparently I was guilty of premature evaluation. I hear they have a pill for that now. Here's what happened. ABC News reporter Brian Ross released a story claiming that from ABC News, let's hear that. Yes, ABC News says, we deeply regret and apologize for the serious error we made yesterday. The reporting conveyed by Brian Ross during the special report had not been... Encore une fois, du hameçonnage. Il y a eu, le premier mandat, ça a été du hameçonnage comme ça, de journalistes tout le temps, qui pensaient que c'est finalement avoir Trump, et Trump était compromis, ils allaient l'avoir avec l'impeachment, avec les taxes, avec toutes sortes les témoignages de Mike Flynn, etc. Finalement, c'était jamais rien. On peut penser aussi, lors du premier impeachment, au témoignage de l'ambassadeur à l'Union européenne, Sondland, Gordon Sondland, c'était la pièce maîtresse de l'impeachment. Trump allait être destitué parce que Gordon Sondland avait la preuve que Trump lui avait dit de s'arranger avec son avocat Giuliani pour obtenir les informations, de la saleté sur Joe Biden, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sondland, et là, les gens paniquaient. Je dis non. Trump fonctionne toujours comme ça. Je parle en termes de stratégie. Je vous montre des stratégies d'hameçonnage pour vous montrer que ça ici, là, avec le mémo du FBI, c'est une autre stratégie du hameçonnage. C'est exactement la même chose et ça n'a aucun impact sur la suite des choses avec Epstein. Mais juste pour revenir avec Sondland, le matin, donc, témoignage de Sondland à la commission pour l'impeachment de Trump, etc. Et le matin, il dit, c'est clair pour moi, c'est clair que Trump m'a demandé, comme avec Michael Flynn, c'est clair que Trump est compromis là-dedans et comment il dit ça ici? Je pense que j'ai le... Il dit un donnant-donnant clair impliquant la réunion à la Maison-Blanche, déclare Sondland. Il y a eu une réunion et là, c'était clair que Trump parlait de donnant-donnant, c'est-à-dire, c'est ce qu'il s'appelait le quid pro quo à l'époque. Ça, c'est son témoignage le matin. Donc, son témoignage le matin est totalement incriminant sur Trump. Il dit, Trump ci, Trump ça. Il y a, là, les journaux commencent à publier des choses, ça commence à sortir. Moi, je regardais ça, puis j'étais comme, ouais. Là, finalement, c'est encore une fois la même chose. C'est, mais en après-midi, il revient pour son témoignage en après-midi et c'est le contraire. Le prétendu donnant-donnant lié à l'aide militaire était mon hypothèse personnelle. Donc, rien de solide. Oui, donc, encore une fois, c'est du hameçonnage. Interrogé par le chef du renseignement, Adam Schiff, Sondland a déclaré que c'était sa présomption personnelle basée sur les faits de l'époque. Hein? Et donc, en après-midi, il a censé adoucir son propos lors des questions posées par l'avocat du Parti démocrate en déclarant qu'un échange de bons procédés liés à l'aide était ma propre hypothèse. Finalement, c'est plus rien. Et donc, c'est ça. Okay? Donc, stratégie. Donc, vous êtes en train de me dire que le maître du hameçonnage et des croquants en jambes aux médias et tout ça, pour faire parler, comme rappelez-vous, Kellyanne Conway, quand il dit « ne parlez pas de l'affaire Epstein », vous êtes en train de me dire qu'il ne veut vraiment pas parler de l'affaire Epstein, c'est ça? C'est sans fin. Ce que je pourrais montrer, c'est sans fin. Donc, tout le monde a vu qu'est-ce qui se passait, évidemment. Ça ressemble à ça ici. Les MAGA qui capotent, les anonymes qui sirotent leur café. Et même finalement, même Tom Hardy a vu que c'était... Même Tom Hardy, Mad Max, a vu que c'était du hameçonnage. Et voilà. Et donc, c'est essentiellement ça. Ça, c'est pour...
Je pense on pourrait aller comme loin, là, mais je pense qu'on, ça... Obamagate, est-ce que j'ai quelque chose sur le Obamagate? Ouais. Donc, ça aussi, ça revient. Des enquêtes sont enclenchées malgré l'enterrement du rapport Durham. Et là, ici, Trump qui retweet finalement, je pense que c'est ce matin, où il dit « Que se passe-t-il avec mes gars? » Premièrement, c'est un truth ou un tweet sur X, sur Truth Social, qui n'a aucun sens. Et ça m'a fait penser au genre d'échange à la lettre que Kim Jong-un avait envoyée à Mike Pence contre Trump. Dans les fausses chicanes, il y a souvent ce genre de communication qui ne sont pas claires, qui n'ont aucun sens. Tu regardes ça. Il y a même quelqu'un sur X qui a dit, il me critiquait, il dit « De toute façon, Alexis, le tweet de Trump ce matin n'a absolument aucun... » Je pense que c'était hier. N'a absolument aucun sens. Oui, tu as bien vu, c'est juste que tu ne comprends pas le sens de ça, mais le tweet n'a aucun sens. Il dit, donc, que se passe-t-il avec mes gars, my boys et ma fille? Tout le monde s'en prend à la procureure générale Pam Bondi, qui fait un boulot fantastique. Et là, il dit, ici c'est traduit par le discours du monde entier, mais il dit, le monde entier parle de ça. C'est comme la une de François, c'est-à-dire, c'est un scandale mondial. Et là, vous comprenez, on est passé des anonymes. C'est comme ça que tu fais ça, couler l'information, que tu sensibilises les gens. Q, au début, nous a sensibilisés sur Epstein. Personne connaissait ça. Après ça, il y a eu d'autres canaux. Et puis là, maintenant, on est rendu à l'étape mondiale. À l'étape mondiale. Et donc, le monde entier en parle, mais des égoïstes tentent de lui nuire, tente de nuire à l'administration Trump. Tout cela à cause d'un homme qui ne meurt jamais. Et là, sur le « qui ne meurt jamais », beaucoup de personnes disent que ça veut dire qu'il n'est pas mort, qui ne meurt jamais. C'est encore une fois, ça ne veut rien dire. Liz Crokin, qui est une spécialiste des réseaux pédocriminels, que vous voyez ici avec Donald Trump, le dit d'ailleurs ce matin dans son tweet « Je suis presque sûr que le président Trump vient de confirmer que Jeffrey Epstein n'est pas mort et que les dossiers Epstein ont été écrits par Barack Obama, etc. » Donc, Epstein qui n'est pas mort, elle rejoint Megyn Kelly, qui disait la même chose. J'ai montré le clip là, fin 2024. Elle disait Jeffrey Epstein n'est pas mort. And we're not done with Jeffrey Epstein. I can tell you that for a fact. Can't tell you how I know, but I can tell you for a fact we're going to hear a lot more about Jeffrey Epstein in the coming year, and you may be even hearing from him directly. More on that as I'm along. Vous allez entendre parler de Jeffrey Epstein directement de sa propre bouche. Ça, c'est une journaliste qui a eu des informations pour être aussi certaine que ça, qui a eu des informations et qui n'a pas intérêt à détruire sa réputation. C'est une journaliste vedette de Fox News. Après ça, elle est allée, je ne me rappelle plus sur quel autre... c'est une journaliste vedette aux États-Unis. C'est comme... c'est quoi, là? Quelle journaliste vedette vous avez? La petite Lapix, là? I don't think so. Mais... Et elle met sa réputation en jeu comme ça en disant Jeffrey Epstein est encore vivant. Et si Liz Crokin dit la même chose et finalement... Trump qui dit « l'homme qui ne veut jamais mourir ». Et tout ça, et là, il continue. Puis là, il mélange le Obamagate là-dedans. Pourquoi il mélange le Obamagate là-dedans? Pour qu'on comprenne le parallèle. Pour qu'on comprenne le parallèle. Et regardez ça. Donc, il dit pourquoi donnons-nous de la publicité aux dossiers rédigés par Obama et Larry, la corrompue, Comey, Brennan et les ratés et les criminels de l'administration Biden qui ont duper le monde avec le canular de la Russie, Russia, puis ça revient dans l'actualité, là. Vous voyez, c'est ça, là, aujourd'hui, là. Les 51 agents du renseignement, l'ordinateur portable de l'enfer de Hunter Biden, les 51 agents du renseignement qui ont dit que c'est de la désinformation russe, finalement, ça ne l'était pas. C'est de la haute trahison, ça, parce qu'ils essaient de destituer un président dûment élu. Donc, ils utilisent le truc de Jeffrey Epstein pour ramener à l'avant-scène cette histoire de trahison, cette histoire, le Obamagate, la trahison. Ça a toujours été à propos de ça, l'administration Trump. Hein? Donc, ils ont créé les dossiers Epstein, comme ils ont créé le faux dossier Hillary, Christopher Steele, etc., qu'ils utilisent. Et là, maintenant, mes soi-disant amis font leur jeu. C'est comme s'ils critiquaient finalement sa base. C'est comme si Trump, finalement, se retournait contre sa base qui veut la sortie du dossier. Pensez-vous que Trump, en un tweet... pulvériserait le mouvement MAGA qui veut
la sortie du dossier. Vous avez vu les réactions, tout le monde veut, personne n'y croit qu'il est mort, etc. Tout le monde veut la sortie du dossier, tous les chiffres montent, etc. Et là, il dirait, genre, ceux qui veulent la sortie du dossier sont des faux amis, etc. Ils viennent juste de détruire sa base et de détruire sa présidence. Pensez-vous que ça sonne comme, ou ça sent comme le genre de bonhomme auquel on a été habitué au cours des dernières années? C'est le spécialiste des fausses chicanes. Ça a commencé avec la lutte ici, vous le voyez, avec Vince McMahon. C'était son ennemi juré à la lutte, l'autre organisateur. Ils lui ont rasé les cheveux, il lui a même sauté dessus. C'était la fausse chicane avec Vince McMahon. Et finalement, il le reçoit au bureau ovale. Ce sont les meilleurs amis du monde, etc., etc. Et donc, Trump qui, littéralement, on pourrait dire presque vomit sur sa base tous ceux qui demandent la sortie des dossiers Epstein. Pensez-vous réellement que ça ressemble à ça? Et donc, il y a le tweet bâclé, la vidéo qu'il sort, la vidéo d'ailleurs qu'il sort, qui montre la prison, c'est même pas, la vidéo ne montre même pas la porte de Jeffrey Epstein, c'est pas au même endroit. La vidéo, il lui manque 60 secondes. Tout est bâclé, tout est fait pour que alors qu'on est habitué à des opérations comme ultra bien ficelées avec Trump, tout est fait pour qu'on pose des questions, pour que ça continue à alimenter. Bundy says Epstein list is sitting on my desk right now, toutes les déclarations passées, etc. Tout est fait pour attirer l'attention. Tout est fait pour attirer l'attention. Et encore une fois, de toute façon, Jeffrey Epstein, c'est une question de sécurité nationale. C'est une fausse question de savoir s'il s'est suicidé dans cette cellule-là. J'ai fait 5 web-journaux là-dessus et j'ai expliqué en 2019 que ce sont les militaires qui gèrent Epstein. Epstein est un agent du Mossad qui a volé, qui a corrompu la totalité du système, une grosse partie du jet-set politico-médiatique scientifique américain au profit d'Israël, on le sait maintenant. Et donc, c'est une question le fait de ce démantèlement de ce réseau-là était une priorité pour l'administration Trump pour retrouver, Make America Great Again, retrouver son indépendance, Independence Day, etc. Et c'était une question de sécurité nationale. Jamais ils auraient mis quelqu'un d'aussi important que Jeffrey Epstein dans une prison ordinaire, le Manhattan Detention Center, avec à côté des caïds et des voleurs de voitures. Jamais ils n'auraient fait ça. Au contraire, tu mets des gars comme ça dans un programme tu négocies avec lui sa vie, là. Puis à partir du moment où il veut sauver sa vie, mais tu le mets dans un Witness Relocation Program, le changement d'identité des victimes, et tu l'envoies sur une île dans le Pacifique, puis tu vas rester là, très bien, et puis en attendant, tu nous donnes tous les trucs de ton réseau. Je vous montre ce que j'en disais en 2019, justement, au moment où il a été arrêté. Les gens disaient, les Clinton, l'État profond a tué Jeffrey Epstein. De quoi l'État profond a tué Jeffrey Epstein? Jamais les militaires, c'est la même chose qu'avec l'assassinat contre Donald Trump, jamais les militaires auraient laissé Jeffrey Epstein prendre sa douche au Manhattan Detention Center, pas quelqu'un d'aussi important que ça. Impossible que l'État profond ait suicidé Jeffrey Epstein, OK? Si on y pense comme il faut. Ça fonctionne dans les films. Dans les films, on voit ce genre de truc-là. Mais dans la réalité, quand l'État américain a décidé de protéger un homme parce qu'il relève de la sécurité nationale au plus haut niveau, hein, il représente le summum de ce qui est à protéger en termes de témoins. Oubliez la mafia, là, puis on va te changer d'identité comme pour te protéger contre les Gambini. Là. C'est pas ça, là. C'est pour te protéger contre des services secrets étrangers. Hein? C'est-à-dire que quand ils ont arrêté Epstein, là, il fallait qu'ils le protègent contre l'infiltration de potentiellement, je sais pas moi, le Mossad ou d'autres services de renseignement. Et ils le savent, ça. Alors, sachant que les services secrets étrangers, l'État profond, voulaient assassiner Jeffrey Epstein et qu'il n'avait aucun avenir en prison, comprenez que dans ce cas-là, et qu'il est crucial pour la sécurité des États-Unis, on prend toutes les précautions pour qu'il ne soit pas disponible, pour lui enlever même son libre arbitre. Je suis sûr qu'on lui mettait des Prozac dans sa nourriture pour lui enlever le goût de se suicider. Vous comprenez? Tu sais, c'était comme un genre des Prozac bourguignons, là. Hein? Soupe Lipton au Prozac.
tu prends toutes les mesures nécessaires pour pas qu'il fasse défaut, qu'il fasse faux bond. Tu ne laisses rien au hasard. C'est comme ça que l'État sécuritaire opère. Et de croire que, je veux dire, que l'État profond aurait pu contourner toute la NSA, et les mesures les contre-mesures, ça relève du film de science-fiction. Voilà. Donc, toute cette histoire de Jeffrey Epstein, Manhattan Center, c'est pas important. Ça se situe ailleurs, OK? Ça se situe beaucoup plus haut que le FBI, le département de la justice, etc., etc. Donc, c'est ça. Finalement, je rappelle, comme ce que je disais au début, que Jeffrey Epstein, au début, ça a commencé avec les postes de Q. Personne ne connaissait Jeffrey Epstein et qu'il y a eu, au moins, j'ai été les compter là, avec le mot clé Jeffrey Epstein. Il y a eu au minimum une 50aine de messages de Q qui parlent directement de Jeffrey Epstein et probablement une autre 50aine, si ce n'est pas une autre 100aine où c'est référencé. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. On parlait justement, regardez ça ici, tu sais, justement d'impunité, de contrôle des institutions, de contrôle des médias, de contrôle de la politique par Jeffrey Epstein. Ça vient tout de là, ça vient de là. Et on dit ici que le Drop 4565, Jeffrey Epstein finalement n'était qu'une marionnette. C'est pas lui le maître chanteur, c'était une marionnette. C'était qui le maître chanteur? C'était l'État d'Israël. Ehud Barak, picture published Daily Mail in which he is seen entering Epstein's New York home. Ehud Barak qui venait à intervalles réguliers à la maison de Manhattan de Jeffrey Epstein, probablement pour chercher les vidéos à intervalles réguliers là, pour le Mossad, pour faire les opérations de chantage. Epstein's ties to former Israeli leader shakes up election campaign. Voilà. Et donc, ici, c'est ça. Epstein Island Dungeon. On nous a montré, ils en ont beaucoup, l'Epstein Island Dungeon, Sex and Torture Room. C'est des salles de torture qu'il y avait sous l'île de Jeffrey Epstein. C'était pas juste un palais d'amusement avec des jeunes filles de 14-15 ans ou 13-14 ans. C'est pas ça. Là. C'était, et rappelez-vous la vidéo qui nous a été montrée avec des dining rooms, des salles à manger. Pédovore, pensez à ce que, la pédocratie, là, ce que Marc Dutroux faisait subir à ses victimes, c'était la même chose sur l'île d'Epstein, etc., etc. Okay? Et donc, qui a mis en branle l'enquête sur Jeffrey Epstein? C'est Jeff Sessions. Donc, Jeff Sessions, que vous avez, est-ce que je l'ai quelque part ici? Jeff Sessions, je ne l'ai pas. Oui, je l'ai ici. Jeff Sessions. Donc, c'est Jeff Sessions qui a mis en branle secrètement l'enquête sur Jeffrey Epstein. On ne l'a jamais su, on l'a su seulement par la suite, par Q notamment, que Jeff Sessions avait mis en branle l'enquête sur Jeffrey Epstein. Ça a été fait en catimini. Et à la surface, c'était quoi? C'était Trump se chicanait avec Jeff Sessions. Trump n'était pas content. Et là, avoir su qu'il m'aurait trahi comme ça sur cette histoire de collusion avec la Russie, je ne l'aurais jamais nommé ministre de la Justice, etc. Donc, il y avait cette chicane pour occuper la galerie en haut, et puis, en dessous, il mettait en branle toutes les enquêtes sur Clinton, les enquêtes sur Jeffrey Epstein, etc. Les deux s'entendaient à merveille. Voilà. Donc, et là, de penser que c'est différent avec Pam Bondi, c'était la même chose avec Bill Barr qui a mis en branle, qui a mis en place Durham, qui a lui-même arrêté Jeffrey Epstein, etc. Le ministre de la Justice est généralement une personne en qui Trump a entièrement confiance. OK? Et donc, les pauvres Kash Patel et Bongino, tout le monde, comme Mike Pence, Pam Bondi, comme Mike Pence, a accepté de jouer le rôle de la méchante là-dedans, de celle qui ne veut pas, celle qui cache des choses, etc. Mais finalement, c'est convenu d'avance avec Trump. Voilà. Et ce que ça produit, donc, vision synoptique et le timing intéressant avec la sortie des accusations dans le cadre de la collusion avec la Russie contre le directeur du FBI et de la CIA. Et cui bono, finalement, c'est encore une fois, c'est l'administration Trump qui gagne, puisque on est passé d'une connaissance de moins de 1% de la population qui connaissait Jeffrey Epstein, et là, le monde entier en parle, tout le monde en rit, tout le monde, 100% de la planète en parle, là, présentement. C'était le gros scoop mondial. Et donc, ça s'est fait par coup, ça, par vague, vous comprenez? Alors que Trump disait, n'en parlez pas. N'en parlez pas. OK, voilà.
Ça fonctionne seulement, le truc de le FBI n'a rien et Trump a des choses à cacher, ça fonctionne seulement dans la tête des imbéciles, OK? Disons ça crûment comme ça, là. OK? Et donc, mais parce que c'est ça, c'est impossible d'obtenir justice aux civils. C'est à peu près ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Il y a aussi ça ici, un Trump nommé pour le prix Nobel de la paix par Benjamin Netanyahou. Là, les gens disent, j'ai passé la nouvelle, et là, les gens disent, Alexis, tu sais, c'était négatif. Les gens disaient, un boucher, ça ne vaut rien, blablabla. Vous n'avez pas compris le sens de ça. Ben, je ne veux pas dire que vous n'avez pas compris, mais il faut regarder un petit peu plus loin que juste... Là, ça fait 2. Hein, c'est-à-dire, il y a le premier ministre du Pakistan qui a nommé Trump. Là, c'est Netanyahou, ça fait 2. Ça va faire 3 éventuellement. Imaginez quand il va avoir... on pourrait presque imaginer que le Hamas va comme nommer Trump pour le prix Nobel rendu là. Mais c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas content que ce soit Netanyahou qui le fasse avec ce qu'il a fait à Gaza. J'ai déjà expliqué ce que je pensais de Gaza. C'est un conflit compliqué puisque tu as des militaires qui se cachent parmi les civils, exactement comme les Ukrainiens faisaient en Ukraine. Les Ukrainiens cachaient leurs obusiers dans les édifices résidentiels, sur les toits des édifices résidentiels, etc. J'ai tout expliqué ça. Les gens n'aiment pas ça quand je parle de ça, mais c'est comme la réalité de la guerre. Il faut penser comme un militaire. Et qu'est-ce que ça faisait quand les Ukrainiens cachaient leurs obusiers dans des édifices résidentiels ou leurs lance-roquettes dans des supermarchés? Eh bien, ça n'empêchait pas la Russie de tirer. La Russie tirait sur des marchés et puis il y avait des morts civiles. Tirait sur des édifices résidentiels, il y avait des morts civiles. À partir du moment où est-ce qu'un combattant choisit d'utiliser des infrastructures civiles comme le camp adverse, il n'y a aucune armée au monde qui va se retenir. Mais ça ne veut pas dire que Netanyahou n'est pas un boucher, c'est juste qu'il faut bien comprendre la nature de ce conflit-là, qui est un conflit sale. Tout ça pour dire que je ne veux pas refaire ça, je sais que les gens réagissent fortement à chaque fois, je pourrais aller encore plus loin, mais bon. Tout ça s'inscrit. Ce que ça veut dire finalement, ce qu'on doit voir de ça, c'est que la paix est à l'horizon pour l'ensemble du Moyen-Orient. Rappelez-vous, Trump, le discours de Riyad, où il annonçait que le Moyen-Orient s'en allait vers la paix, la fin de la guerre, etc. Trump, Riyad speech. Et cette annonce par Netanyahou, ça va dans ce sens-là. Donc, faut regarder, il faut avoir encore une fois la vision d'ensemble. Il y a un cessez-le-feu qui est sur le point d'être signé avec le Hamas. Je ne sais pas si c'est entré en... Le Hamas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais on était sur le point d'un cessez-le-feu avec le Hamas. Juste les tensions, la fin des tensions, Iran, Arabie Saoudite, le sunnite-chiite, cette détente générale de la région, Netanyahou qui va rencontrer le président syrien, Syrian and Israeli official expected to meet in Azerbaijan. Donc, on s'en va vers une... et là, Netanyahou, oui, on est pris avec Netanyahou, probablement parce que c'est celui qui est le plus facile à contrôler pour faire advenir ce que Trump veut pour le Moyen-Orient. Mais ça te prend du donnant-donnant, c'est-à-dire que si tu veux que Netanyahou te nomine comme pour le prix Nobel de la paix, tu dois aussi lui taper dans le dos, lui gratter le dos, c'est-à-dire demander à ce que les accusations contre lui soient laissées tomber, etc., etc. Donc, c'est de la négociation. Sinon, tu n'as pas ça. Si tu veux juste critiquer Netanyahou, si Trump était sur la ligne de certains des résistants, ben, il n'y en aurait pas de paix au Moyen-Orient. Si tu voulais juste condamner Netanyahou, si Trump était sur une ligne de condamnation de Netanyahou du début jusqu'à la fin, ben, Netanyahou laisserait tomber Trump, puis il ferait ce qu'il veut, puis il n'y aurait pas de paix au Moyen-Orient. Puis, il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Je sais que c'est se pincer le nez, etc. Trump, c'est un négociateur et c'est ça qu'il fait. Mais je veux juste terminer en disant que cette nomination de Netanyahou, Trump pour le prix Nobel de la paix, ce qu'ils ont dit aussi dans le discours, là, s'ils ont dit qu'on s'en allait vers la paix, Netanyahou a pratiquement reconnu un État palestinien, sauf pour la sécurité. C'est-à-dire, d'après ce qu'il dit, si je lis à quelque part le clip, là, il dit qu'il faut avoir des garanties pour notre sécurité. Il va probablement y avoir quelque chose comme un État palestinien qui va finalement être créé, reconnu par Netanyahou, là, ça... parce que ce que les gens ne font pas souvent, c'est qu'ils disent, ils parlent des Palestiniens. Le Hamas, c'est quelque chose, puis les Palestiniens là, en Cisjordanie, c'est autre chose. Et donc, Netanyahou, ce qu'il a dit à la Maison-Blanche, c'est qu'il... oui, très bien pour l'État palestinien, mais ils ne pourront jamais nous menacer. Puis, donc, ils n'auront probablement... Cet État palestinien n'aura probablement pas d'armée.
Et c'est un peu comme la Russie avec l'Ukraine, c'est-à-dire la Russie veut des garanties de sécurité, veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN et à la fin de la guerre, il va probablement avoir un cap sur les armements ukrainiens, genre ils n'auront pas le droit d'avoir d'armes lourdes sur tu sais, c'est comme c'est la réalité de la guerre et de la paix et des négociations et de la diplomatie. Et donc, il va probablement y avoir un État palestinien, ça a été reconnu sur le bout des lèvres par Netanyahou, c'est lui qui va signer la paix. C'est juste ça que je veux. C'est lui qui va signer la paix, que vous soyez content ou non, là, c'est probablement lui qui va signer la paix. Il va un peu essayer de laver sa réputation, mais c'est lui qui va signer la paix. Et cette paix-là, avec Mahmoud Abbas, impliquera probablement l'absence d'une armée palestinienne. C'est ça. Voilà. Et tout ça s'inscrit dans le cadre d'une normalisation générale de la région, la fin des tensions, la fin du conflit avec l'Iran, la fin avec la Syrie, ça va bien avec l'Égypte et tout ça, l'Arabie saoudite sur le bord de la normalisation, nanana. Je comprends pas les pessimistes, en tout cas. C'est juste... les gens réfléchissent avec émotion souvent, et c'est ça qui fausse un peu le jugement. Alors que, tu vois ici, Q disait « Logical thinking and strategy should always be applied ». Logical thinking and strategy should always be applied. Do not let personal, emotional desires do it now. What is taking so long now, take over. Ne laissez pas vos désirs, votre volonté personnelle prendre le dessus sur votre raisonnement. Il y a ce qu'on veut, puis il y a ce qui est souhaitable. C'est pas la même chose nécessairement. Okay? C'est la ligne qu'on a appliquée à Radio-Québec depuis le début. Logical thinking. Les gens nous disent « Tu n'as pas de cœur, Alexis. Tu n'as pas de cœur, Alexis. » Non, j'utilise le raisonnement logique. Et dans le sens d'un raisonnement logique qui nous amène vers le mieux et le bien. Pas la faiblesse des émotions qui font en sorte que, finalement, rien n'est jamais réglé. Je donne un exemple, en termes de faiblesse. Par exemple, j'ai déjà essayé on essaie de sauver des animaux. Est-ce que là, j'ai comme pas de réaction des gens? Est-ce que j'espère que je suis en... Ouais. On essaie de sauver un animal. Ça vous est déjà peut-être arrivé. Il y a comme une blessure ou quelque chose comme ça. Puis là, tu essaies de l'attraper pour le sauver. Mais lui, ne comprend pas ce qui se passe, puis il se débat, puis il essaie de se sauver, etc. Finalement, pof, tu n'as pas été capable de l'aider. Donc, s'il avait compris, je ne sais pas si c'est un bon exemple, le fait ou bien comme, par exemple, le fait de ne pas vouloir prendre un médicament, qui goûte mauvais sur le coup, mais qui a des effets bénéfiques à long terme. Si tu avais comme un truc, là, genre, que tu peux prendre, qui te rend malade, un élixir de vie, qui te rend malade, je sais pas, comme une semaine, épouvantable, hallucination, vomissure, perte de poids, tout le kit, le genre, l'enfer pendant une semaine, mais après ça, tu as comme, je sais pas, comme 10-15 ans de vie supérieure de plus. Je sais pas, encore une fois, c'est des mauvais exemples, mais vous comprenez ce que je veux dire. Souvent, les gens comme rushing voit pas le bien à long terme. C'est-à-dire que pour atteindre le bien à long terme, on doit souvent passer par-dessus un désagrément temporaire. Et le fait d'être logique, c'est de voir le bien à long terme. C'est pas d'être froid comme fucking Vulcain, là, comment il s'appelle l'autre, le Spock. On salue là, Spock sur Twitter. Mais c'est pas le fait de ne pas avoir d'émotion. Le fait d'être logique, c'est de voir le bien à long terme, puis de passer par-dessus des petits désagréments temporaires. Ben, je veux dire, souvent, c'est des tragédies, là, mais de voir, en termes de géopolitique, le bien à long terme. Et le fait de ne pas laisser des difficultés à court terme temporaire nous empêcher d'atteindre le bien à long terme. Comme l'accouchement, des personnes disent, oui. OK. Je pense que c'était ça qu'on avait pour vous. Ah oui, et donc, j'avais un autre clip que je voulais montrer. 1h06, on a encore un petit peu de temps. Donc, dans cette dynamique-là, où est-ce qu'on essaie de, Trump tire comme ça de son côté, non, ne sortez pas les dossiers Epstein, on parle encore de Jeffrey Epstein et que finalement, les démocrates, demandent, le Parti démocrate lui-même et les plus grosses têtes du Parti démocrate demandent maintenant la sortie de la liste Epstein. Finalement,
C'est exactement comme dans le film Law Abiding Citizen, un film dont plusieurs extraits ont été utilisés par Q, dont celui où est-ce qu'il dit « It's gonna be biblical ». Mais en premier, il y a cet extrait aussi qui a été montré dans les posts de Q. Ceux qui gagnent, les winners, winners are those who make it so that the opponent believe they're making all the right moves. Donc, ceux qui gagnent sont ceux qui sont capables de faire en sorte que ton adversaire pense que lui est en train de gagner. Mais finalement, c'est ça l'art de la tromperie. C'est que tu fais croire à ton adversaire que c'est lui qui est en train de gagner alors qu'il est en position de faiblesse puis que son opération va s'effondrer. Well, that's how winners play. You know, we convince the other guy he's making all the right moves. We convince the other guy he's making all the right moves. That's how winners play. Et c'est exactement ça que vous voyez présentement, là. Tous ceux qui demandent la sortie de la liste pensent qu'ils sont en train de... Encore une fois, Trump, ils vont l'avoir cette fois-ci. Il est dans les listes Epstein et Elon Musk qui a soufflé sur les braises de ça. Il est dans la liste Epstein, tu sais. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et puis là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est quelque chose de biblique. Well, that's how winners play. I'm going to pull the whole thing down. I'm going to bring the whole fucking diseased, corrupt temple down on your head. It's going to be biblical. Je vais faire s'effondrer le temple en entier sur vos têtes. Ça va être biblique. C'est des trucs qui ont été publiés par Q. OK? Donc, calmez-vous. On ne pourra pas faire en sorte que certaines personnes comprennent ce qui se passe. Le logiciel, ils sont sur le logiciel Magog, tu sais, Trump, les arrestations. On a expliqué pourquoi ce n'était pas possible dans les tribunaux habituels et comment Trump opère, etc. Et donc, c'est pas parce que l'enquête a été essentiellement fermée maintenant sur Jeffrey Epstein qu'elle ne peut pas apparaître dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ils l'ont fait avec la collusion avec la Russie, Trump. Et là, cette histoire de collusion, juste terminer là-dessus, cette histoire de collusion avec la Russie qui ressort de nulle part. Pensez sincèrement, si Trump voulait enterrer ça, ça serait déjà fini. Durham a fermé le dossier, on n'en parle plus, puis là, on peut s'occuper de l'économie et puis passer aux choses sérieuses, la diplomatie mondiale, on va faire la paix. C'était une vieille histoire. Pourquoi il ramène ça? Pourquoi il a tweeté juste après le dépôt du rapport Durham? Treason, crime of the century, le crime du siècle, etc. Son ami, c'est Roy Cohn. Il n'y a pas de pitié avec Roy Cohn. C'est la peine de mort. Vous ne comprenez pas que c'est pourquoi quel intérêt à raviver ça alors que c'était terminé? Ce n'est pas terminé. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est du faire semblant. Et qu'on s'en va vers un moment biblique, comme dit Gérard Butler là-dedans. Voilà ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Arrêtons de déblatérer. Ah oui, c'est Trump, Comey, Brennan, justement, on l'a questionné justement sur Comey et Brennan. Il dit, je ne sais rien de ça, je n'ai pas vu les documents. President Trump, James Comey and John Brennan, now under criminal investigation related to the Trump-Russia probe. Do you want to see these two guys behind bars? Well, I know nothing about it other than what I read today, but I will tell you, I think they're very dishonest people. I think they're crooked as Je ne connais rien à propos de ça. Les voulez-vous derrière les barreaux, dit Peter Doocy de Fox News. Ben oui, les vœux derrière les barreaux, puisqu'il a retweeté ça à des dizaines de reprises. Ça, c'était en 2018. Now that Russian collusion is proven lie, when do the trials for treason begin? Avec justement ceux qui sont sous enquête, là, présentement. Comey, Brennan, etc. Obama et tout ça. Il a retweeté ça, encore une fois, je ne me rappelle pas, il y a comme 1 an ou 2. Voilà. OK, donc je pense que, voilà, il sait très bien que c'est quoi la culpabilité de Brennan et Comey, etc. Mais là, il dit, je ne sais pas. On va, parce qu'il veut prendre ses distances avec sa ministre de la Justice. C'est ça qu'il a fait avec Jeff Sessions, c'est ça qu'il a fait avec William Barr, c'est ça qu'il fait avec Pam Bondi maintenant. Elle est compromise, et puis, tu sais, mais il dit dans son tweet qu'elle est quand même fantastique, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Voilà. OK.
Oui, 1200% d'augmentation sur les recherches d'Epstein, j'en ai parlé au début du... C'est exactement l'effet qui était voulu. Trump, c'est pas un imbécile. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Ça nous permet de faire une analyse qui s'étend sur toutes ces années. Et on est capable de montrer, il n'y a personne d'autre qui est capable de retourner comme ça dans le passé, de montrer exactement comment Trump opère et de comprendre les régularités sur une analyse longitudinale. On remercie ceux qui nous permettent de continuer ça. Et donc, imaginez si on était genre, je l'ai répété, je l'ai dit la dernière fois, si on était juste une simple antenne MAGA. C'est genre... C'est juste les MAGA qui paniquent tout le temps, là, qui paniquent pour la Troisième Guerre mondiale, qui paniquent pour les dossiers, puis qui paniquent pour ci, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Juste les anonymes peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est pas juste les anonymes, on diffuse ça public grâce au soutien des soutiens de Radio-Québec, le 1% qui nous donne des ailes, qui nous permettent de faire ces analyses-là, ce qui était auparavant connu et digéré par un très petit nombre de personnes, finalement, est diffusé massivement grâce à vous. On vous remercie du fond du cœur. Et c'est ça. Donc, pensez-y. Si chacun son tour, hein, il y a des gens qui font ça comme une fois par année, une fois aux 2 ans, etc. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si Radio-Québec change des choses pour vous, si elle vous permet de comprendre le monde dans lequel vous vivez, si vous pensez qu'on est dans une guerre de 5e génération et que ça prend des organes et des antennes comme Radio-Québec dans une guerre de 5e génération, bien, appuyez-nous. Il y a différentes façons de le faire. Alex Cossette-Trudel par la poste, casier postal 32017, Saint-André, Québec, H2L, 4Y5, par Interac, Alexis, radioquebec.ca. On donne toujours le lien sur le site par carte, par PayPal, par Bitcoin, etc., etc. On m'a envoyé ça ici, Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. C'est le mercredi 30 juillet à 18h, Les Canons, rue de l'Hôtel de Ville à Genève. Donc, trafic d'êtres humains, particulièrement femmes et enfants, exploitation sexuelle, gangrène, le silence, trafic d'êtres humains. Les hommes, ça ne compte pas, c'est surtout femmes et enfants. on est habitué, là, c'est comme on ne l'a jamais facile. Et voilà, donc, c'est Dominique Chaton qui nous a envoyé ça, un médecin, Dominique Chaton. Journée mondiale à Genève, Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite humaine. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je ne pense pas que j'ai besoin qu'on fasse un résumé du Web Journal, là. Mais prenez le rapport Durham comme... C'est pour ça que je pense qu'il y a une question de timing. C'est pour ça que le rapport Durham sort cette semaine, parce qu'on est capable de faire des liens. Pourquoi Durham, les accusations au civil de Durham n'ont absolument rien donné. Je disais à l'époque que ça prenait des accusations devant des tribunaux militaires, etc. Et donc, parce que les tribunaux sont phagocytés, vous l'avez vu avec Diddy, vous l'avez vu avec Durham, etc. Dès que ça monte un peu, on est capable de faire chanter les jurés, etc. Et donc, ça prend des tribunaux militaires. Éventuellement, ça va arriver. Il faut être patient, on n'a pas le choix. Mais tout ça donne les indications claires qu'il s'agit d'une opération d'hameçonnage comme toutes les autres. Un masterclass en hameçonnage. Un scandale mondial. C'est un hameçonnage de niveau mondial. Allez, salut la gang.